et à l'action et à l'impact révolutionnaire spécifique. D'autant qu'on va y revenir, pour croire en l'efficacité de la grève, il faut quand même croire à la possibilité d'un changement, et donc sortir d'un déterminisme. Exactement. Alors je vous propose, pour comprendre à la fois le contexte dans lequel Marx va faire paraître le Capital en 1867 et ce contexte est important à garder en tête puisqu'il explique aussi, il peut permettre d'évoquer l'engagement de Marx, donc à la fois ses écrits et ses actions. Il faut remonter jusqu'à Engels qui a ouvert cette émission notamment et qui a aidé Marx à jeter les bases d'une réflexion économique et politique sur le statut des ouvriers dans un premier temps. Et je vous propose qu'on écoute un extrait de la situation de la classe laborieuse en Angleterre, le texte que Engels fait paraître en 1845. Voici donc le texte lu par Hélène Losseur. Les ouvriers doivent s'efforcer de trouver une issue à cette situation qui les ravale au rang de la bête pour se créer une existence meilleure, plus humaine. Et ils ne peuvent le faire qu'en entrant en lutte contre les intérêts de la bourgeoisie en tant que telle. Intérêts qui résident précisément dans l'exploitation des ouvriers. Mais la bourgeoisie défend ses intérêts de toutes les forces qu'elle est capable de déployer grâce à la propriété et au pouvoir d'État dont elle dispose. Dès lors que l'ouvrier veut échapper à l'état de choses actuel, le bourgeois devient son ennemi déclaré. Mais l'ouvrier peut remarquer en outre à chaque instant que le bourgeois le traite comme une chose, comme sa propriété. Et c'est déjà pour cette raison qu'il se manifeste en ennemi de la bourgeoisie. Dans les conditions actuelles, l'ouvrier ne peut sauver sa qualité d'homme que par la haine et la révolte contre la bourgeoisie. Engels a 24 ans lorsqu'il fait paraître ce texte. Il est issu d'une famille de riches cotonniers en Rhénanie. Et il fournit là l'un des premiers diagnostics de la condition ouvrière, non ? Oui, effectivement, c'est le fruit d'une assez longue enquête dans les milieux ouvriers en Angleterre, très documentée, et qui a fourni à bien des égards encore un modèle d'enquête et une des sources empiriques principales des travaux du jeune Marx, disons. Alors qu'est-ce qu'il apporte dans ce texte ? Alors il me semble que c'est un texte qui révèle un petit peu l'ambiguïté de la position de Engels et du coup qui fait apparaître à contrario l'apport spécifique du Capital et de Marx. C'est qu'on a effectivement un premier diagnostic sur une exploitation excessive de la part de la bourgeoisie, des prolétaires, et Engels documente de façon très précise en regardant des documents sur les luttes ouvrières, comment, au fond, les luttes ouvrières ont réagi à une série de violences beaucoup plus douces, beaucoup plus feutrées que celles plus spectaculaires que la classe ouvrière a eues envers la bourgeoisie et envers les moyens de production, mais une série de violences qui ont été continuelles dans la première moitié du XIXe siècle. On peut citer par exemple l'introduction des machines, notamment dans l'industrie textile. L'industrie textile, au début des années 1800, voit remplacer un certain nombre de métiers, notamment dans le filage du coton, des métiers traditionnellement extrêmement qualifiés, occupés par une espèce d'aristocratie ouvrière qui dispose de compétences réelles. Eh bien, ces métiers sont désormais exécutés par des machines et on demande aux ouvriers, au lieu d'être les véritables agents de leur travail, de devenir les opérateurs de machines, de se plier aux circonstances et non pas, comme il convient sans doute plus à la dignité humaine, de plier les circonstances à leur volonté. Et du coup, cette violence-là a donné une première vague de violence ouvrière sous la forme du ludisme, c'est-à-dire la destruction active, violente des machines elles-mêmes. Le ludisme. Général Ludd. C'est exactement le général Ludd, le docteur Ludd, Ned ou John Ludd, on ne sait pas exactement s'il a existé. En tout cas, la légende raconte qu'il s'agirait d'un ouvrier du textile, le premier à avoir détruit 2 machines à tisser dans les années 1780, et qui est devenu une espèce de figure sans doute imaginaire, emblématique de la révolte ouvrière des années 1811-1812 en Angleterre, durant laquelle on a assisté comme ça à des violences contre les machines. Et Engels est sans doute le premier à voir cette violence feutrée, cette violence qui tait son nom, et notamment aussi, autre exemple, à part l'introduction de la machine, tous les accords de branche internes au patronat qui, entre eux, s'arrangent pour se refiler en quelque sorte les listes des ouvriers et s'arranger pour empêcher de travailler ceux qui seraient contestataires et pour exercer par une concurrence déloyale une pression sur le salaire des ouvriers. Donc ça s'arrangeait les uns avec les autres pour faire baisser le salaire, en s'entendant les uns avec les autres pour baisser les salaires en même temps, de telle sorte que les ouvriers ne puissent pas avoir d'autre choix que soit accepter la baisse de salaire, soit, mourir, tout simplement. Dans quel pays parlez-vous ? Alors, il s'agit essentiellement de l'Angleterre, puisque, en gros, le premier tiers, les 40 premières années du 19e siècle sont un laboratoire absolument incroyable du capitalisme en Angleterre, et c'est pour ça d'ailleurs que Engels
s'occupe essentiellement de la situation anglaise, en soulignant que probablement l'avenir de la France, l'avenir de l'Allemagne sont à lire en Angleterre. Et que si l'on veut préparer activement la résistance contre les ravages du capitalisme en France et en Angleterre, eh bien, en France et en Allemagne, c'est en Angleterre qu'il faut regarder dans le passé de l'Angleterre l'avenir de la France ou de l'Allemagne. Et c'est aussi en Angleterre, vous parlez de laboratoire, on peut suivre l'évolution des revendications, la constitution de groupes, l'interdiction de ces groupes même, avant même qu'on en arrive à l'interdiction de la grève. Il y a toute une mise en place qui aujourd'hui nous paraît naturelle, mais quand on s'intéresse à cette période-là, c'est le tout début justement de ce qu'on appelle les ouvriers et la bourgeoisie. C'est le début de la distinction de deux classes qui sont ennemies, c'est ce que disait l'extrait du début. On emploie le terme d'exploitation. Tout ce vocabulaire-là qui est aujourd'hui traditionnellement associé au vocabulaire marxiste émerge à ce moment-là. Quelque chose de nouveau qui se passe. Complètement. Et surtout, ce qui émerge, c'est d'abord le phénomène historique lui-même. C'est-à-dire que quand Engels s'occupe de la situation anglaise, les choses sont déjà stabilisées. C'est-à-dire que la polarisation entre une classe qui dispose de la propriété privée des moyens de production et une classe qui ne dispose d'absolument aucune source de revenus, sinon la location de sa force de travail, c'est quelque chose qui est déjà le cas en Angleterre. Mais c'est une situation qui s'est imposée rapidement, en quelques décennies, qui ont conduit à la destruction de la structuration traditionnelle, disons, d'ancien régime de la société, et qui s'est fait avec une brutalité sans pareille. Mais pardonnez-moi de vous poser cette question, mais c'était pas forcément différent avant. En quoi est-ce que le capitalisme apporte quelque chose de nouveau? De tout temps, une certaine partie de la population était exploitée par une autre. Alors toute histoire, disent Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, est histoire de lutte de classe, et toute histoire s'interprète toujours comme la polarisation entre une classe dominante et une classe dominée. Donc ça, c'est un schéma qui ne bouge pas, mais par contre, la structuration, la texture de la domination, elle, a brutalement changé. C'est-à-dire qu'on est passé à une domination qui n'est plus de nature politique, puisque la différence entre le maître et l'esclave, c'est que l'esclave est privé de tous les droits politiques que le maître possède. Donc c'est une distinction sanctionnée par la loi. Or, l'exploitation capitaliste a pour première caractéristique de se faire dans une société égalitaire. Entre l'ouvrier et le capitaliste, eh bien, il n'y a pas de différence statutaire. Alors en Angleterre, la question est un peu plus complexe puisqu'il y avait un suffrage censitaire. Donc seuls pouvaient être élus et dans un premier temps, seuls pouvaient voter ceux qui disposaient et pouvaient justifier d'une certaine propriété. Néanmoins, on a une exploitation dans un milieu qui est globalement égalitariste, post-révolution française, post-révolution américaine. Et du coup, cette exploitation, elle est d'autant plus impitoyable qu'elle est masquée par des rapports juridiques qui proclament l'égalité. On entendait la fraternité dans l'extrait tout à l'heure, mais en tout cas, l'égalité est un de ces maîtres mots de l'Europe post-révolutionnaire contre lesquels Marx et Engels n'ont pas assez de mots pour essayer d'en dénoncer justement l'illusion. L'égalité est purement formelle. On dispose du même droit, par exemple, de posséder le même droit à la propriété privée, mais cette égalité n'est pas réelle, disent Marx et Engels, tout simplement parce que les conditions d'accès à la propriété ne sont absolument pas égalitaires. Un prolétaire et un capitaliste ne disposent pas des mêmes chances finalement d'accéder à la propriété l'un et l'autre. Donc c'est une exploitation d'autant plus perfide qu'elle avance masquée et qu'elle est légale en fait, parce qu'il y a un contrat de travail qui est signé. Exactement. Qui présuppose la liberté de part et d'autre et l'égalité de part et d'autre alors qu'il n'en est rien. Exactement. Le contrat de travail, c'est pour Marx, dans le Capital, ça fait partie de la dramaturgie du Capital, la façade, la surface à laquelle absolument tout se passe bien, à laquelle l'ouvrier est libre, égal tout autant que le capitaliste, il se serre la main, il s'accorde en libres agents rationnels. Tout, c'est la sphère finalement où tout règne, liberté, égalité et Bentham, dit Marx dans le Capital. Donc Bentham, c'est-à-dire l'agent rationnel maximisateur de son propre profit. Donc le capitaliste, on n'a pas de mal à le considérer dans cette posture, mais on s'imagine assez fréquemment le prolétaire comme étant lui aussi un agent rationnel, disant je vais tirer le meilleur intérêt de ce contrat de travail. Et ce que Marx montre progressivement, c'est que quand on redescend de la sphère de ce qu'il appelle l'échange à la sphère de la production, c'est-à-dire à la manière dont la production est organisée par le contrat de travail, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui règne, c'est la plus grande exploitation. Puisque ce que le capitaliste achète, c'est tout à fait autre chose que ce que le prolétaire croit lui vendre. Puisque, en gros, le capitaliste achète une force de travail qui est capable, en une unité de temps, de produire beaucoup plus de valeur qu'elle n'en coûte sur cette même durée. C'est la théorie de la survaleur, la théorie du surtravail dans le capital, qui est que, en gros, le système capitaliste permet aux capitalistes de tondre la valeur produite par l'ouvrier
et de le faire travailler en gros que quelques heures par jour à rembourser son salaire et tout le reste du temps gratuitement. C'est le fondement, l'essence même de ce qu'on appelle le capitalisme. Voilà, exactement. Et c'est que l'argent donné au salarié en échange de son travail ne correspond pas à la force de travail réellement investie. Voilà, puisque la force de travail est entendue en deux sens différents dans la bouche du capitaliste, quand il signe... Donc c'est quand même une affaire de langage, vous voyez ? Exactement. Et c'est une affaire aussi d'analyse. Et là, le rôle de la philosophie, c'est précisément de faire apparaître, croit Marx, et je pense qu'il a tout à fait raison, de faire apparaître cet équivoque. La force de travail que les capitalistes prétendent acheter, c'est simplement le remboursement de la dépense de force physique et mentale d'une journée de travail. Celle qu'il achète en réalité, c'est une force capable, si on la dirige correctement, si on l'équipe correctement, de produire une survaleur qui peut être parfois des dizaines de fois supérieure à ce qu'elle coûte. Avant d'ouvrir le chapitre sur la journée de travail dans le Capital de Marx, au chapitre 8 du Capital, dites-nous juste comment est-ce que Marx et Engels se sont rencontrés ? Alors, ils se sont rencontrés dans les milieux révolutionnaires de l'époque. Alors, j'ai pas de précision sur leur rencontre exacte. Parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose. Marx ne cesse de dire à quel point il se sent tributaire quand même du travail de Engels. Exactement, ils ont contribué à diverses revues ensemble. Et je crois que à la suite de la publication de la situation de la classe laboreuse en Angleterre, on peut considérer que ce livre a été considéré en gros comme une source d'information principale pour tous les émigrés allemands qui réfléchissaient à ce qu'on appelle la question sociale. Donc cette rencontre, je pense qu'elle a été autant intellectuelle qu'amicale, mais disons que pour l'évolution de la pensée de Marx, c'est sans doute ce livre qui a été la pierre fondamentale de leur collaboration. Alors je vous propose qu'on fasse un détour par la manufacture Engels, parce que le jeune Engels a pour père, donc le père Engels qui lui-même dirige une entreprise de textile, et celui-ci, en tout cas dans le film proposé par Raoul Peck, le jeune Karl Marx, bien quand il va essayer d'assister à une réunion entre son père et les ouvriers, il découvre un rapport de force justement, dont il va se nourrir et qui va être sans doute un déclencheur pour proposer ses écrits. Et puis ensuite, on écoutera le texte de Karl Marx, qui seulement ce que c'est qu'une journée de travail et qui montre bien qu'en définitive, c'est la violence qui tranche. Elle s'est endormie sur le métier à tisser. Résultat, elle a 2 doigts coupés. Qui va lui rendre ses doigts ? Puis-je intervenir, père ? Surtout pas. Ça lui apprendra à faire plus attention. On vous paye pour bosser, pas pour dormir. N'allez provoquer. On est payé, mais combien ? Roisin a travaillé 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter. Et maintenant, elle a qu'à débarrasser le plancher et crever. C'est ça que vous appelez bosser ? Silence ! Les frais de réparation seront retenus sur vos salaires. C'est tout ce que vous retirez de cette affaire. Estimez-vous heureux que je ne vous renvoie pas tous sur le champ. Réparer une machine, c'est une grosse dépense. Alors que la main-d'œuvre ne coûte rien, Manchester. C'est pas juste. 10 doigts, voilà tout ce qui compte pour vous. Et une fois qu'on les a perdus, on est bon pour être mis au rebut, c'est ça que vous voulez dire ? C'est cette fille qui a parlé de l'accident de Roisin. C'est elle la meneuse. Rappelez-moi son nom. Je peux vous répondre ? J'ai une bouche pour m'exprimer. Une grande bouche, à ce que j'entends. Alors je me présente, je suis Mary Burns. Je suis née à Tipperary. Et aujourd'hui, esclave chez Hermann Engels, une belle manufacture de Manchester, Angleterre. Fichez-la dehors. Qu'elle a gagné son pain ailleurs. Qu'est-ce qu'une journée de travail ? C'est moins en tout cas qu'une journée de vie naturelle. De combien ? Le capitaliste a sa propre opinion sur cette limite où doit s'arrêter la journée de travail. En tant que capitaliste, il n'est que capital personnifié. Son âme est l'âme du capital. Or, le capital a une unique pulsion vitale, se valoriser, créer de la survaleur, pomper avec sa partie constante les moyens de production, la plus grande masse possible de surtravail. Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Le capitaliste se réclame de son droit d'acheteur, quand il cherche à rendre la journée de travail aussi longue que possible, et à faire 2 journées de travail en une seule. D'un autre côté, le travailleur se réclame de son droit de vendeur, quand il veut limiter la journée de travail à une grandeur normale déterminée. Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, l'un et l'autre portant le sceau de la loi de l'échange marchand. Entre des droits égaux, c'est la violence qui tranche.
France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et voici donc un extrait du 8e chapitre de la 3e section du premier livre du Capital de Karl Marx, dont nous parlons aujourd'hui dans le cadre de cette série d'émissions sur la grève, philosophie de la grève, aujourd'hui en compagnie du professeur de philosophie Florian Nicodème. Dans ce chapitre, donc intitulé La journée de travail, Marx pose la question de la lutte à l'intérieur, la question de la survie et donc du temps de travail. Et la dernière phrase qu'on a entendue, entre des droits égaux, c'est la violence qui tranche. Est-ce une allusion, il faut y venir quand même, à la possibilité de la grève, ou pas encore ? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, je pense que Marx, qui a le sens de la formule, sait parfaitement qu'ici, il vient de lancer un brûlot révolutionnaire. Entre les droits égaux, c'est la violence qui tranche. C'est un appel, ou en tout cas une forme de soutien, ou en tout cas au minimum une menace envers ce système capitaliste, la menace d'une réaction violente. Après, il faut aussi reprendre conceptuellement ce que signifie cette phrase. Entre des droits égaux, c'est la violence qui tranche. Marx dit entre des droits égaux, il ne dit pas entre des prétentions à la justice égales. Puisque, en réalité, ce qu'il dénonce ici, c'est qu'il s'agit de deux conceptions du droit qui ne sont pas tout à fait sur le même plan au niveau de la valeur de justice. Le droit du capitaliste, c'est évidemment le droit abstrait, pour reprendre le terme de Hegel, c'est-à-dire le droit des contrats, le droit juridique, le droit sanctionné par la loi et par elle exclusivement, le droit dont le vendeur, à savoir le prolétaire, se revendique, est un droit plus humain. C'est le droit tout simplement de mener une vie décente, le droit, pour reprendre la formule de Engels que je citais tout à l'heure, d'adapter les circonstances à sa volonté et de ne pas devoir, lui, se mouler sur les circonstances. Donc du coup, les droits ne sont pas réellement égaux. Et par conséquent, la violence qui va arriver, elle prendra certes nécessairement la forme de la violence, mais c'est une violence qui sera aussi une violence qui prendra la forme d'un rétablissement de la justice. Et donc il faut bien voir qu'ici, cette violence dont Marx parle, ce n'est pas une violence immédiate, c'est-à-dire que Marx n'a pas pour dernier mot finalement l'idée que tout se réglerait par des rapports de force. Il a simplement l'idée que les rapports de force et du coup l'utilisation de la violence sont en quelque sorte inévitables pour que s'établisse une forme de justice plus haute. Et donc on peut penser ici à une formule célèbre utilisée par Engels dans son Anti-Düring, qui est l'idée que la violence serait accoucheuse de l'histoire. Accoucheuse, ça veut dire que, en gros, le plus gros est déjà fait, puisque la personne qu'on accouche est déjà enceinte. L'accoucheuse n'est pas responsable, elle ne met pas en route finalement la gestation, mais elle vient simplement réaliser le dernier geste, aider le dernier geste, donner le coup de pouce en quelque sorte, qui vient terminer un processus amorcé depuis longtemps. Et ça, c'est le travail de Marx. Et ça, exactement. Accoucheur de l'histoire. Accoucheuse, la violence est accoucheuse de l'histoire, effectivement. Et du coup, l'idée, c'est de déterminer dans quel sens va la violence que l'on veut utiliser. Et c'est l'une des limites qui sera toujours celle de Marx par rapport à n'importe quelle intervention, qu'il s'agisse de la grève, de la révolution, de la lutte armée ou de la lutte politique, c'est de se demander dans quel contexte on va intervenir. La violence pour la violence n'a aucun sens. Elle est sans doute libératoire. La violence a toujours ceci de digne qu'elle est toujours une contre-violence, en fait. C'est ça, il y a quand même l'idée d'une forme de vengeance. Parce que vous parlez de justice. De quelle justice s'agit-il ? Est-ce la loi du talion ? Le capital, c'est du travail mort qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant ? Ou bien est-ce une justice qui se détache de cette espèce de dette, de coups qu'il faut rendre, en fait? Alors je pense qu'effectivement, la violence immédiate, celle qui suit finalement cette longue série de vexations, et comme dans l'extrait qu'on a entendu du film, un événement qui tout à coup vient mettre le feu aux poudres et déclenche une forme de violence, Marx et Engels la traitent toujours évidemment comme étant insuffisante. Ce n'est pas en se rebellant ou en cherchant à se venger, c'est-à-dire en passant par les voies du crime essentiellement, puisque Engels rappelle que avant d'en venir au phénomène de la grève ou aux modalités de la grève, il y a eu toute une série de révoltes ouvrières qui sont passées d'abord par le crime contre les personnes et puis dans le cas du ludisme contre les biens. Donc cette violence-là est insuffisante. Ça, il faut vraiment le voir. Mais Marx et Engels n'auront jamais pour cette violence le mépris ou la crainte que Proudhon, par exemple, aura en disant que c'est absolument insupportable. Ou choquant, même moralement. Il n'y a pas de perspective morale. Pour Marx et Engels, la violence en contre-coup des ouvriers contre les biens et les personnes n'est jamais qu'une réponse à une violence invisible qu'elle vient révéler.
Ce qui est donc une manière quand même d'autoriser, voire d'encourager. Alors, il ne s'agit pas justement violence. de la justifier, il s'agit simplement de voir de quoi elle est le symptôme, cette violence. Elle n'est pas souhaitable, mais elle est sans doute inévitable, dans la mesure où l'exploitation capitaliste n'est pas arrêtée par d'autres moyens. Mais est suffisant de la part de Marx de tenir cette position parce qu'il a un rôle, il a bien conscience de son rôle de quasiment prescripteur, il ne peut pas juste dire c'est inévitable. Alors justement, on est au tout début du chapitre 8, et Marx va rappeler finalement que la solution, si elle n'est pas dans la violence, elle est dans la lutte politique plus ou moins organisée, la lutte qui est aussi un phénomène qui permet à la classe ouvrière de s'organiser et de s'unifier pour obtenir une loi. Et Marx, dans une lettre assez célèbre des années, je me souviens plus exactement de la référence, mais il dit en tout cas que la différence entre une grève économique et une grève politique, mais je pense que ce serait applicable aussi à la violence et à toute action révolutionnaire, c'est que la grève économique vise à obtenir un avantage local, donc un avantage local dans une fabrique ou dans une branche. Une grève politique, c'est une grève qui cherche à obtenir une loi ou l'inscription dans le droit d'une forme de justice. Je reviens à votre question antérieure, de quelle justice s'agit-il ? Il y a effectivement une forme de vengeance dont on vient de voir que pour Marx et Engels, elle était une vengeance qui n'était pas spécialement excusable, mais qui en tout cas était compréhensible et légitime. Mais il y a une forme de justice, c'est tout simplement de forcer l'ordre politique et juridique bourgeois à tenir ses promesses. Liberté, égalité, fraternité et toutes sortes d'autres mots qu'on entendait dans le premier extrait du film de Raoul Peck. Ouais. Ce sont des mots qui ont été gravés au frontispice de la Constitution, qui ont été gravés dans la loi, qui sont la devise de la République française, qui sont des valeurs que la bourgeoisie revendique pour elle-même en prétendant que leur réalisation est déjà universelle, qu'elles sont accessibles à tous. Tout le monde, tous les hommes sont frères. Et ce que cette violence vient réclamer, c'est tout simplement la réalisation de ces promesses. Que l'égalité formelle, l'égalité apparente, illusoire, que la liberté formelle ou apparente se réalise en liberté réelle. Mais ça veut dire que c'est la démocratie elle-même qui serait bourgeoise. Alors la démocratie post-révolutionnaire, tout à fait, complètement. Si on reprend la première loi qui a interdit la grève, je pense que à partir de la grève, on tient un fil qui permet de tirer pas mal d'autres fils. La fameuse loi Le Chapelier de la République française, une et indivisible, de 1791, c'est une loi dont la première fonction a été d'interdire les coalitions, c'est-à-dire les groupements ouvriers, en vue d'interrompre le travail. Donc on n'a pas interdit la grève en tant que telle, l'interruption du travail. Chacun a toujours été libre de refuser de travailler et du coup de risquer la mort, c'est-à-dire tout simplement de mourir de faim. Mais par contre, s'organiser en vue de débrayer collectivement et de faire grève collectivement, les bourgeois de la Révolution française ont très vite vu quel était le danger de ça. Si tous les ouvriers refusent de jouer le jeu de la concurrence, si toi tu viens pas te travailler, eh bien ton frère te remplacera à un prix encore plus bas, tu ne me manqueras pas, c'est ce qu'on entend dans l'extrait du film de Raoul Peck, eh bien dès lors que les ouvriers s'organisent, abolissent entre eux la concurrence et décident collectivement de lutter pour telle ou telle raison, par exemple la journée de travail ou l'augmentation du salaire, eh bien le capitaliste n'a pas de recours. Il ne peut pas faire appel à d'autres ouvriers si tous les ouvriers décident d'être unis. Donc évidemment, on s'attaque à la coalition. Et cette loi, Le Chapelier, je reviens à mon propos, elle est défendue par son instigateur d'une manière qui est absolument palpitante si on la regarde, puisqu'il fait appel au contrat social de Rousseau et à la réfutation par Rousseau des fameux corps intermédiaires de Montesquieu et à la lutte pour éviter que dans le corps social s'introduisent finalement des ententes, des syndicats, des coalitions, puisque pour Rousseau, c'est le moyen de s'assurer qu'il n'y aura jamais que des intérêts particuliers qui regrouperont plusieurs personnes, mais jamais d'intérêt général qui sera celui de toute la société. Et donc, évidemment, pour utiliser cet argument, il faut présupposer que la République française de l'époque est déjà un État parfait au sens du contrat social de Rousseau, et que donc il faut la prémunir contre la particularisation des intérêts, mais l'intérêt général, lui, est déjà accompli. Alors qu'on est en 1791, je crois, pour la loi le Chapelier, donc la République est bien jeune. Elle est bien jeune, mais elle croit déjà avoir fait table rase de tout le passé, et elle croit surtout fermement, et je crois avec une bonne dose d'inconscience, dans l'universalité des valeurs qu'elle promeut. Mais si on tire le fil jusqu'au bout, avant de reprendre celui de la grève, mais c'est celui qui nous y conduit, vous avez raison, est-ce qu'on n'arrive pas à la conclusion que la République, en tout cas la démocratie, mais peut-être la République et la démocratie, ne seraient pas compatibles avec l'idéal de justice? C'est une question redoutable. C'est une question redoutable puisqu'elle renvoie à des concepts marxistes et post-marxistes
qui ont mauvaise presse. Je pense à la dictature du prolétariat, je pense à la question de l'autoritarisme des révolutions soviétiques et des révolutions communistes au XXe siècle. Je crois néanmoins que Marx est très clairement attaché à l'outil de la loi. Le droit n'est pas pour lui quelque chose que l'on renverse et que l'on balaye, mais c'est un outil que l'on utilise dans la lutte. La lutte, pour Marx, la lutte politique, c'est d'abord la lutte pour la maîtrise de l'appareil étatique. Une lutte politique, c'est la lutte pour pouvoir faire la loi. Et donc Marx considère que le droit, à son époque, et a fortiori en 1791, est un droit bourgeois, un droit de classe, une justice de classe menée au nom des intérêts de la classe bourgeoise contre les intérêts d'une autre classe. Mais pour autant, le droit contient comme une poche d'émancipation qu'il suffit de crever pour essayer de la faire se diffuser dans la société, c'est essayer de faire appliquer réellement les valeurs qui sont promues. Donc essayer de mettre en place les conditions d'une égalité réelle, par exemple en réorganisant la production, en voyant que l'égalité est proclamée juridiquement, mais qu'elle est bafouée à tout instant dans la fabrique. Et du coup, mettre en place une loi établissant une forme de rapport de force égalitaire dans la fabrique, par exemple une loi sur la durée de la journée de travail, c'est contribuer à aller dans le sens de la valeur d'égalité qui est inscrite dans le préambule même de la loi bourgeoise. Et donc on transforme la loi bourgeoise en loi réellement égalitaire. Voilà, donc la loi n'est pas en elle-même bourgeoise. Non, la loi est un instrument, tout comme l'État d'ailleurs, un instrument qui dispose d'une force de frappe remarquable et dont l'utilisation dépend de qui l'utilise. C'est une arme, mais c'est une arme qui est irresponsable en elle-même. Et c'est vrai qu'on peut constater que l'écart en fait énorme qui sépare d'un côté la Révolution française de l'inscription du droit de grève dans la Constitution française en 1946. Oui, effectivement. Alors il a été inscrit une première fois sous le Second Empire par la loi Olivier en 1864. Qui abolissait le délit de coalition. Voilà. Or, en droit français, la non-interdiction équivaut à une autorisation, donc il n'y a pas de droit de grève, mais en tout cas, il n'y a plus de délit de grève. Et cette loi va être renforcée après sous la Troisième République, mais ça va devenir un droit constitutionnel, effectivement, qu'en 1946. Ce qui est très tard. Exactement, ça a pris presque un siècle que l'interdiction de la grève soit levée, et encore presque un siècle pour que ça devienne un droit constitutionnel. Donc effectivement, c'est que la grève gêne. Il faut bien le voir, et je pense que c'est un message aussi peut-être à adresser dans la situation actuelle, c'est que la grève est sans doute un instrument qui gêne plus qu'on ne le croit. On a l'impression qu'il s'agit d'une manifestation totalement irrationnelle, suicidaire même, puisque le travailleur, pour lutter contre l'exploitation, se prive lui-même du fruit de son travail, se prive lui-même du travail, voire dans quelques cas extrêmes, détruit. Je pense par exemple à certains événements qui ont eu lieu dans les dom-toms récemment, où on a assisté à des incendies de bus, par exemple, par les chauffeurs de bus qui ont en grève. Donc on a des résurgences comme ça récurrentes de ce genre d'actions complètement contre-productives en apparence. Eh bien, c'est quelque chose qui doit gêner. Et je pense qu'il y a deux composantes à comprendre là-dedans. C'est d'abord que ça vient... Je pense qu'il ne faut pas être inattentif à la dimension morale de la grève. La dimension morale de la grève, c'est un des thèmes importants chez Engels, où celui qui était traité à peine comme un animal, voire comme une machine, tout à coup vient rappeler, de façon fort hegelienne finalement, la dignité de son humanité. C'est-à-dire qu'il se montre lui-même face à l'autre comme étant plus fort que ses déterminants organiques basiques, que sa survie. Il prend sur lui la capacité à se sacrifier, il prend sur lui la décision finalement de renoncer à ce qui le nourrit, parce que ce qui le nourrit ne le nourrit pas jusque dans sa dignité. Donc la dignité plutôt que la simple survie. Et donc je pense ici évidemment à la dialectique de la maîtrise de la servitude, qui est, je pense, omniprésente au fond de la réflexion de Engels, qui voit finalement dans le prolétaire en grève la révolte humaine. Il a des termes à la fois kantiens et hegeliens pour dire que c'est la révolte de l'humain, de la moralité, du devoir au sens kantien du terme, en l'homme. Et du coup, il y a quelque chose chez le gréviste qu'on a souvent tendance à présenter comme quelqu'un de mesquin, qui rechigne à travailler, qui calcule un petit peu, qui veut pas venir travailler trop tôt, etc., qui veut ses petits intérêts. Il y a quelque chose quand même d'un geste qui nous rappelle à notre humanité et qu'on est bien souvent incapable d'accomplir. Pourquoi en notre dehors de la humanité grève. Parce qu'il est sacrificiel ? Alors parce que sans doute l'humanité, une partie de l'humanité, c'est la capacité à nier notre condition de simple animal et à ne pas accepter par exemple d'être nourri à tout prix. C'est-à-dire de préférer la liberté et la mort de faim plutôt que le fait d'être nourri et de ne pas développer sa liberté. Donc ça, c'est la lecture morale de la grève. Exactement. Je pense que cette lecture-là, elle affleure très nettement chez Engels. Je pense que chez Marx, elle est moins importante.
La raison ensuite pour laquelle, cette fois-ci peut-être plus objective, pour laquelle la grève gêne, c'est aussi qu'elle vient rappeler aux capitalistes, et ça c'est constant chez Marx et chez Engels, elle vient rappeler aux capitalistes qu'en fait, il se trompe sur lui-même. Il croit que son intérêt, c'est d'exploiter au maximum, et il ne se rend pas compte qu'en faisant ça, il scie la branche sur laquelle il est assis. Et on pense à l'extrait tout à l'heure du film de Raoul Peck, où on entend le père de Engels dire que à Manchester, de toute façon, la main-d'œuvre ne coûte rien, ce qui coûte cher, c'est les machines. Et le capitalisme vit dans l'illusion de ressources infinies, notamment en termes de main-d'œuvre, dont il ne se rend pas compte qu'en fait, ces ressources infinies en termes de main-d'œuvre, qui lui permettent de jouer la concurrence d'ouvriers contre d'autres ouvriers, et si certains sont en grève, eh bien, on appellera d'autres, eh bien, cette abondance de main-d'œuvre, elle a une fin. Et du coup, en allant jusqu'à l'extermination, l'extermination, je pense que le mot n'est pas trop fort, de la classe ouvrière, le capital va dans le sens de sa propre destruction. Et cette pulsion de mort qui anime le capital, Marx la repère à plusieurs endroits, et en quelque sorte, le chapitre sur la lutte pour la durée de la journée de travail, c'est le moment où la lutte ouvrière ne défend pas seulement son intérêt et sa dignité, mais vient aussi rappeler au capital, et vient lui rappeler que son propre intérêt, c'est aussi de s'assurer que les ouvriers soient correctement payés, et que sans cela, eh bien, le capital court à sa perte. Bien que les ouvriers, même si c'est contre leur gré, fassent aussi partie du capital. Cette pulsion de mort dont vous parlez, finalement, il y aurait une lecture quasiment freudienne à faire de ce que propose Marx. Eh bien, elle constitue la société, elle constitue aussi chaque individu, y compris peut-être même dans le fait de faire grève. On pourrait renverser la lecture morale que vous esquissiez, en disant qu'il y a aussi peut-être une sorte d'autodestruction. D'ailleurs, Marx n'est pas loin d'employer ce terme-là, à propos du gréviste, qui serait aussi l'expression de cette pulsion de mort. Il n'y a pas d'un côté le capitalisme qui ne concernerait que les bourgeois et de l'autre les autres qui veulent lutter pour survivre. Peut-être que de part et d'autre, cette pulsion, puisque vous avez employé ce terme, est partagée. Sauf que la différence entre ces deux pulsions de mort en miroir, c'est que la première est réelle, c'est une mort biologique imminente qui menace les ouvriers. On perd des doigts, on perd des bras, on meurt de faim assez rapidement. Alors que de l'autre côté, c'est la pulsion de mort du capital, c'est-à-dire d'un mouvement abstrait de profit. Ce qui meurt, c'est le profit, ce n'est pas le capitaliste. Et je pense que ça fait une différence énorme. C'est désindividualisé, en fait, dans le capitalisme. Alors, dans le capitalisme, c'est désindividualisé, alors que les prolétaires, eux, en quelque sorte, vivent en personne la menace mortelle du capital. Donc, si le capital mène jusqu'au bout sa pulsion de mort, le problème n'est pas tant pour le capitaliste, c'est pour ceux qui en subissent les conséquences. Je pense qu'on rebondira peut-être tout à l'heure sur la question écologique, notamment. C'est-à-dire que la surexploitation des ressources ne concerne pas simplement la baisse des taux de profit. On y arrive, et on l'avait entendu dans vos propos déjà, Florian Nicodème. Avant cela, un présupposé, en fait, qui est très présent dans la pensée de Karl Marx, et qu'il va énoncer lui-même, toujours un extrait du fameux film de Raoul Peck. Pour faire la grève, encore faut-il croire en une possibilité du changement. Faire la grève, c'est avoir de l'espoir, avoir l'espoir que les choses peuvent changer, peuvent évoluer, ce qui implique une certaine vision du monde. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un déterminisme absolu, mais que peut-être il y a une forme de contingence. Le travail, votre travail, est en un sens une marchandise. Votre force de travail, vous le vendez à votre employeur comme une marchandise, non? Sauf que vous n'êtes pas libre. Vous êtes forcé de la vendre pour vivre. On en crève ici! Et de la vendre au moindre coût pour lui. Il y aura bien toujours des patrons et des ouvriers. Il n'y aura rien toujours. Rien. Dire il y aura toujours, c'est une formulation bourgeoise. C'est ce que le capital aimerait nous faire croire. Mais tout bouge. Tout est soumis au changement. Rien n'est dur. Toutes les relations sociales, esclavage, servage, salariat, sont historiques, transitoires. La vérité, c'est que dans les conditions actuelles qui doivent changer, le bourgeois est toujours libre d'employer le travail, l'ouvrier toujours forcé de le vendre. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le savez, vous le sentez dans votre chair, chaque jour. Tous se sentent concernés par la réforme des retraites. Isabelle, en tailleur bleu marine, est hôtesse de l'air. Ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les cheminots, ça concerne vraiment la France entière. Je suis personnellement concernée parce que là, je vais passer d'un départ à la retraite à autour de 55 ans à un départ à la retraite potentiellement à 64 ans. Dans quelles conditions physiques, avec un métier qui est pénible, une vraie pénibilité due au jet lag. À 64 ans, c'est juste pas raisonnable du tout. C'est pas raisonnable du tout, dit donc Isabelle, interviewée par France Inter. C'était diffusé le 17 décembre 2019.
Forcément, on peut pas faire cette émission aujourd'hui sans poser la question de l'application de la réflexion sur la grève que propose Marx dans Le Capital à la situation actuelle que nous vivons, Florian Nicodème. J'aimerais avoir une réponse simple à vous proposer. Mais je pense que peut-être on peut avoir quand même quelques pistes. À mon sens, en repartant à nouveau du chapitre 8 sur les luttes sur la durée de la journée de travail, puisque Marx intercale ce chapitre finalement très informatif, très descriptif, très historique, entre deux développements conceptuels très importants. Et je pense que, évidemment, c'est lié au fait que l'obtention d'une loi généralisant la durée de la journée de travail à 10 heures pour tous les secteurs de l'industrie est contemporain de la publication du Capital, donc il fallait que ça trouve une place dans le livre, mais c'est aussi parce que la question de la durée de la journée de travail, c'est en quelque sorte le symptôme absolu de la question de l'exploitation. C'est le moment où l'exploitation vient s'inscrire dans la chair comme une espèce de pulsion morbide du capital. Il est question dans le texte précédent de l'image du vampire. Le capital suce le travail vivant. Eh bien, il y a quelque chose là-dedans qui rappelle que la menace que fait peser l'exploitation, c'est la menace contre la vie biologique, contre la vigueur, contre la santé. Et du coup, ne pas travailler plus de 12 heures par jour d'abord, puis plus de 10 heures, puis très longtemps après, plus de 8 heures par jour, c'est quelque chose qui permet de faire triompher la vie contre la mort. Et je crois que le soutien massif dont il est question dans l'extrait de France Inter à la grève, qui je crois ne se dément toujours pas, en tout cas il y a quelque chose dans cette grève qui semble quand même relativement pacifié dans la société française. Contre le projet de réforme des retraites. Voilà, exactement. Eh bien, il me semble que s'il y a cette forme de soutien, en tout cas cette forme de non-opposition violente aux grévistes, eh bien c'est parce que, à nouveau, ce projet attaque cette dimension de la vie. Dans quelles conditions vivra-t-on enfin indépendamment de l'exploitation du salariat et du travail, à quel moment? Ce moment, c'était la retraite. La retraite, c'était enfin le moment de l'activité libre, le moment où l'on choisit ce que l'on fait. On n'en profite pas pour se reposer, ne rien faire et glander comme on l'a fait toute sa vie quand on a été, comme moi, enseignant ou quand on a été conducteur de la RATP. Évidemment, je fais référence ici au discours ambiant. Mais et évidemment, c'est du second degré. Évidemment. Mais à un moment où on est réellement actif, on est en bonne santé, généralement, grâce au progrès de la médecine, et on peut réellement, à nouveau, exercer une libre activation de soi-même, pour reprendre un terme marxiste. Ne pas être activé par le salariat, par un patron qui commande notre activité et qui commande du coup la manière dont nous pouvons satisfaire nos besoins biologiques, et du coup nous y soumet de façon constante, mais où on peut se demander soi-même quelle activité on voudrait vraiment faire. Et du coup, le recul de l'âge de la retraite, c'est ça que ça vient attaquer chez les gens. Ça vient attaquer ce qui me semble être un acquis social, plutôt symbolique d'ailleurs que social, plus important encore peut-être que toute la législation, c'est l'idée que il n'est pas acceptable que dans une vie humaine, cette vie se réduise au fond à un asservissement à des besoins et a fortiori à l'asservissement à un travail commandé. Seriez-vous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, en 2019, le pourcentage des personnes qui travaillent dans des conditions qui équivalent à celles des ouvriers au moment où écrit Marx, c'est-à-dire qui ne choisissent pas leur travail, pour qui le travail n'est pas une source de plaisir, ni d'épanouissement, ni d'enrichissement, qui en vivent très mal, est inférieur. En clair, que ce que dit Marx à propos des ouvriers en 1867 ne s'applique plus entièrement, même s'il continue de s'appliquer, parce qu'évidemment il y a encore des ouvriers en France aujourd'hui, si on en reste à la France, ce ne sont pas exactement les mêmes conditions de travail, et donc les modalités de la grève et des revendications doivent aussi différer. Il faut d'abord se rappeler que les textes de Marx et les événements dont il est question dans le Capital, toutes ces luttes autour de la durée de la journée de travail, suivent 40 années de libéralisme totalement déchaîné. Autrement dit, entre les années 1780 et disons en gros les années 1830, le capitalisme industriel qui s'est développé en Angleterre a eu absolument tous les droits. Quelques tentatives législatives très très timides de le réguler ont eu lieu, par exemple pour interdire de faire travailler les enfants avant 9 ans, ou bien pour interdire de faire travailler les enfants de nuit. Donc ça, c'est un Factory Act de 1802 qui met ça en place. Donc ça veut dire que c'était fait. Les enfants ont été utilisés notamment parce que leurs petites mains potelées pouvaient accéder à des pièces des machines que les adultes ne pouvaient pas modifier. Donc on a déjà eu l'expérience d'un détricotage de la législation. Et Marx commence son chapitre sur les luttes pour la durée de la journée de travail en rappelant que des siècles et des siècles de féodalité, d'anciens régimes atroces, tous les bourgeois libéraux de l'époque honnissaient évidemment, eh bien ces siècles-là
avait mis en place des législations plus efficaces pour réguler la durée de la journée de travail que le capitalisme débridé des années 1840. Il a fallu 70 ans, dit Marx au début du chapitre, pour retrouver le niveau ou la durée de la journée de travail qui avait été accordée au XIVe siècle en Angleterre.